En Russie, le référendum dans l'est de l'Ukraine, le oui l'emporte sans surprise. Nous allons également parler du Niger. Niamey suspend le transit des produits pétroliers vers le Mali. Sénégal, défection dans le camp présidentiel. Fin de mandat difficile pour le président Macky Sall. On va poser la question à nos invités et puis on termine par le Togo, élection régionale. L'ANC exige des audiences foraines de délivrance de pièces d'identité. Ils sont en place nos invités Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Nous lui disons bonjour, cher ami, vous allez bien? Je vais très bien, Michel. Bonjour à toi et bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous suivent et on leur souhaite une bonne continuation de semaine. Alors, c'est un plateau composé de jeunes, très jeunes analystes. Aujourd'hui, lui, il est journaliste, lui, Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Bonjour, ça va? Oui, ça va, Michel. En pleine Bonjour, forme? en pleine forme. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Mm. Bonjour à mon co-débatteur. Je ne sais pas, une fois n'est pas coutume. Donc, si tu le permets, je vais juste Allez-y. attirer l'attention des téléspectateurs sur un nouveau mode opératoire des malfrats qui, malheureusement, Mm. ont repris le service ces derniers temps à Lomé. En fait, hier, il sonnait environ 20 heures. J'étais chez moi à la maison quand une jeune dame, une jeune dame maman, qui m'est d'ailleurs proche, est venue se fondre sous mes pieds en larmes, me disant qu'elle a été arnaquée. Et donc, dans les faits, la dame me disait qu'elle est sortie de la maison pour aller faire quelques petits achats dans son quartier. Et en allant, elle est tombée sur un monsieur qui lui demandait de lui montrer le chemin. Et donc, dans la discussion, le monsieur lui disait qu'il est un homme de Dieu, il est un voyant, et qu'il est en train d'aller chez une ancienne Miss qui est enceinte de 11 mois, qui malheureusement a des difficultés à accoucher. Et donc, dans la discussion, surgit un Z-man qui est venu. Donc, ils sont devenus trois sur le chemin. Donc, le monsieur disait justement à la dame qu'elle a vu qu'elle est une bonne personne, elle est gentille, elle est sociable. Mais malheureusement, elle a tellement de problèmes et elle est acculée par beaucoup de problèmes. Je rappelle en passant que la dame en question, effectivement, vit dans une situation Oui. de vulnérabilité parce que c'est une jeune dame, je l'ai dit, qui a donné naissance à un bébé qui aura bientôt 2 ans, qui, mais malheureusement, le bébé n'arrive pas à marcher, le bébé n'arrive même pas à s'asseoir. La jeune dame, elle est diplômée, licenciée en gestion comptable, mais depuis 5 ans, elle n'a pas trouvé de boulot, donc elle vit dans le chômage. Donc, comprenez automatiquement que dès que Elle a le vu monsieur... céder. Oui, là, elle a vu céder, donc dès que le monsieur lui a dit cela, elle n'a pas hésité à le tenir pour sincère. Et donc, du coup, le monsieur disait à la dame d'aller à la maison chercher tous ses pannes, parce que le monsieur disait que le prochain malheur qui va frapper justement cette femme-là, c'est un accident qui va lui arriver prochainement. Donc, le monsieur lui a demandé d'aller à la maison chercher tous ses pannes, ces objets précieux et de venir, on va faire ensemble, ils vont faire ensemble une prière. Donc la femme est allée justement à la maison chercher, elle a pris tous ses Ouais. pagnes dans ses valises. Je dis bien tous ses pagnes, hein, même ses produits de beauté, son téléphone portable, son sac de Bijoux. service, Bref, tout ce qu'elle a. tout ce qu'elle a. Bref, je rappelle que Sauf en le temps, lit et l'armoire peut-être. voilà, tout ce lit et l'armoire. Donc, arrivé, le monsieur Ali dit qu'ils vont faire une prière et donc il lui a donné 2 œufs. Et donc, après la prière, le monsieur lui a dit d'aller déposer un œuf à un carrefour, mais en allant au carrefour, de ne pas regarder par derrière. Et donc, automatiquement, puisque c'est le consigne donné, la dame est allée au carrefour sans regarder par derrière. Donc, le temps pour elle de revenir, elle a constaté que le monsieur C'est a parti. disparu avec le Z-Man et ils sont partis avec son sac contenant sa carte d'identité, le carnet de santé de son enfant malade, ses contacts professionnels, Bref, tout. bref tout quoi, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Donc c'est ce qui s'est passé hier, ce dont je vous parle, c'est seulement hier. Donc, Donc vous c'est attirez l'attention de tout juste le pour monde. attirer l'attention à nos téléspectateurs de faire preuve de vigilance en ces moments de fête ou en ces moments de fin d'année où les malfrats justement reprennent service.
Allez, on a perdu un peu le temps, mais c'est quand même très important, hein, le message passé par notre confrère Louis Kamako. On va prendre la direction de la Russie ou de l'Ukraine, ça dépend. 8 ans plus tard, bis repetita. C'est sans grande surprise que le oui l'a emporté dans les 4 régions d'Ukraine. Je vais parler de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, dans lesquels étaient organisés les référendums en vue de leur annexion par la Russie. Comme avec la Crimée, c'était en 2014, Vladimir Poutine pourrait donc étendre son territoire par la force, si on peut le dire ainsi. Alors, l'objectif, c'est cela. On donne la parole d'abord à Gabin Adjao. L'objectif pour Poutine, étendre son territoire. Et je pense qu'il a eu gain de cause parce qu'on parle de 97% de oui. Donc, il a remporté les élections, ou bien il a remporté ce référendum organisé. Oui, on peut dire qu'il a eu gain de cause, hein, parce que même si on peut dire que ce sont les séparatistes, hein, qui ont initié ce référendum déjà le 20 septembre passé, c'est Poutine qui a suscité cela en eux, parce que ces séparatistes-là se retrouvent en Poutine. Et comment faire pour pouvoir avoir ces partis-là de la région ukrainienne, et ils ont suscité ce référendum maintenant. Ça a été organisé parce que, vous savez, Poutine a plusieurs raisons. Premièrement, il y a des déserteurs dans les rangs de l'armée russe, et aussi il y a des bravalites qui sont en train de quitter le pays vers la Finlande, la Géorgie, ainsi de suite. La Géorgie a notamment dit qu'il y a chaque jour au moins 250 000 hommes qui se déversent sur son territoire, et eux aussi, ils ont des problèmes à pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, Poutine a besoin des bras valides, a besoin de recruter, et s'étendre sur ce territoire-là permettrait à la Russie d'avoir encore des bras valides de recruter dans son armée. Et secondo, il a besoin d'un prétexte pour pouvoir attaquer en cas de riposte, hein, de l'Ukraine vers ces régions de Zaporizhia. Sur ce point, il a été clair aussi. Hein. Oui, donc ces territoires-là, ils font partie aujourd'hui de la Russie. Donc, en cas de représailles de la population de cette partie, hein, de la part des Ukrainiens, Poutine va frapper. Et tertio, vous savez, il y a un véritable problème. Ça a été le cas aussi de la Crimée. Il y a des Ukrainiens qui se sentent dans la politique de la Russie. Et aujourd'hui, pour eux, c'est très important de pouvoir se rattacher à la Russie pour se protéger des représailles ukrainiennes. Si d'éventuelles représailles il y a, il faut quand même se protéger, parce que ces Ukrainiens-là considèrent que ils ne sont pas véritablement aimés par le régime ukrainien de Zelensky à cause de leurs opinions, parce qu'ils s'entendent, parce que eux, ils voient en Poutine leur sauveur. Donc, il peut y avoir des représailles. Les avis sont partagés. Donc, Poutine a plusieurs raisons de pouvoir faire ce référendum d'annexion. Moi, je vais parler d'annexion parce que ce n'est pas un territoire russe, c'est un coup de force qu'il a perpétré, même si on peut dire que il y a des gens qui ont voté, même il y a des gens qui ont voté sur des carcasses de voitures et tout. Ce n'est pas véritablement une très bonne élection, si on va dire dans la voie de la démocratisation, non? Parce que premièrement, ce sont des zones qui ont été ciblées par la guerre. Il y a plusieurs déplacés, il y a plusieurs morts, et le peu qui sont restés dans une ville, par exemple, on peut dire qu'il y a 100 personnes qui ont voté. Ce n'est pas une véritable élection. Maintenant, on va voir, parce que le Conseil de sécurité a siégé hier concernant cette affaire-là pour débouter la Russie, pour ne pas lui permettre d'avoir possession de cette région-là. Mais quoi qu'il en soit, le référendum est déjà organisé, et la suite nous en dira beaucoup plus. On va parler de la réaction de la communauté internationale, de la France d'ailleurs, cette communauté internationale qui a réagi sur ce référendum organisé par le régime du Kremlin. Alors, Louis Kamako, comment vous interprétez, si on peut le dire, ce référendum et la victoire du oui sur le non?
Oui, je pense que le titre même le dit, la victoire, elle est sans surprise, hein, parce que Poutine avait justement les moyens de sa politique, il avait mis la pression sur qui de droit pour justement arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, on en est là. Maintenant, ce que dit la communauté internationale, c'est que c'est vrai que les informations vont un peu partout et chacun essaie de tirer le dard de son côté. Mais quand vous allez sur certaines plateformes ou bien sur certains types d'informations, aujourd'hui, le seul qui invoque, c'est Wikipédia et qui nous dit que cette l'élection même là est en violation avec la charte de l'ONU. Donc Wikipédia nous dit également que les gens ont été obligés de voter, on leur a mis la pression, on les intimidait avec les armes à la main et que d'autres personnes, et certains même ont été, n'ont pas eu le droit de vote parce qu'on nous dit que chaque ménage n'a droit qu'un seul droit de vote et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que le déroulement du référendum en soi est contesté et son organisation n'a pas été autorisée ou bien... Est-ce que ce ne sont pas des informations occidentales aussi? Oui, c'est pour ça que je dis que les informations vont de tous les côtés. Donc malheureusement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand des situations d'urgence se produisent, quand on est dans ce genre de contexte-là, nous, on n'a souvent pas les moyens d'aller sur le terrain vérifier. Mais ce que je dis aussi là, peut être checké également et comparé à ce qui est dit par certains observateurs, parce que on a eu toute la chance de tomber sur un reportage de nos confrères allemands qui a interviewé un certain Togolais observateur qui est là-bas, qui disait que le référendum s'est déroulé normalement et qu'il n'y a pas d'incident. Et ce qui m'a marqué, ce que j'ai essentiellement retenu de son intervention, c'est qu'il disait que c'est comme si les populations de Doubas et de Douglas s'attendaient depuis justement à ce genre de référendum. Donc pour cette population-là, les gens ont empli de satisfaction et donc pour eux, c'est un vœu qui vient d'être réalisé. Mais quand vous comparez cette information, quand vous comparez l'intervention du compatriote Telou à ce que je viens de donc c'est confirmé, il y a eu des observateurs togolais? Oui, il y a eu des observateurs togolais. Je pense qu'il y a eu 8 pays qui ont envoyé des observateurs et parmi les 8, il y a le Togo dans la sous-région. Et donc le Togo est le seul pays qui justement a envoyé des observateurs là-bas. Donc je pense qu'au moins, sur ce témoignage de ce confrère-là, on peut déjà commencer par poser des questions. Qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité? Et donc, comme je le dis, nous sommes dans une guerre. C'est le terrain propice pour l'intos et pour les fake news. Oui. Donc, je crois que, comme je le dis, tout cela reste à checker. Et donc, tant que nous ne sommes pas allés sur le terrain, ce sera difficile pour nous de vous dire concrètement ce qu'il en est. Est-ce que c'est une stratégie, Gabé Adjao, pour le président russe Vladimir Poutine de pouvoir cesser la guerre, puisque c'est lui qui l'a commencé, il faut le préciser. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui a dit entre-temps que la solution réside chez Poutine. C'est à lui seul d'amorcer la calmie dans cette histoire-là. Mais aujourd'hui, cette élection a fait éloigner Poutine de beaucoup de ses alliés aussi. Hein, et il y a notamment le Kazakhstan, qui est un de ses alliés fidèles qui l'a lâché. Hein. Moi, j'ai suivi le discours du président kazakh hier, qui dit pratiquement qu'ils doivent véritablement protéger leur territoire contre cette propagande russe. Ça veut dire que ce sont des gens qui se méfient aujourd'hui de Poutine. Poutine aujourd'hui... Et puis on voit la position de la Chine. Elle n'est pas aussi claire. Non, la Chine n'est pas du tout claire. La Chine, vous savez, ces pays-là ont leur intérêt et quand tu empiètes un peu sur l'intérêt, ils se posent des questions. Et il n'y a aucune puissance qui est une chasse gardée de l'autre. Hein. La Chine est une puissance aujourd'hui et la Russie ne peut pas l'obliger à faire quoi que ce soit. Poutine veut faire cet référendum pour pouvoir faire une démonstration de force parce que la contre-offensive ukrainienne a fait subir à l'armée ukrainienne de lourdes défaites, hein, de plusieurs morts et plusieurs détenus. L'armée russe, vous voulez dire? Oui, l'armée russe. Donc aujourd'hui, la Russie a besoin de démontrer véritablement sa force sur ce plan-là pour montrer aux autres que peu importe la situation, nous existons encore, nous sommes les plus tenaces et l'Ukraine ne peut rien contre nous. C'est
une opportunité pour lui de se montrer que, bon, même la population, une frange de la population ukrainienne est avec nous et ce que nous faisons est d'ordre normal. Donc, Poutine, aujourd'hui, on connaît sa ténacité, on connaît sa résilience, mais jusqu'à quand? Je pense qu'il est en train aussi de trouver les voies et moyens, comment faire pour pouvoir arrêter cette guerre-là. Et je pense que si ce référendum est venu à être avalé par les puissances occidentales et aussi ceux-là qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, je pense que bon, il va penser à arrêter la guerre, puisque ce qu'il réclamait, c'est que bon, l'OTAN ne vienne pas siéger à ses frontières. Et quand il récupère les régions qui sont proches de Donetsk et ainsi de suite, s'il récupère ces régions-là, je pense qu'il va pouvoir penser à arrêter la guerre, puisque la guerre, non seulement, ça ne profite pas à lui aussi, mais aussi à ses partenaires d'affaires et aussi ses alliés qui sont en train de le lâcher. Donc, il ne va pas pouvoir continuer sur cette lancée-là, même s'il est fort militairement et de façon et sur l'arme nucléaire, c'est lui qui est la première puissance, mais il ne va pas continuer sur cette lancée parce que je ne suis pas sûr que Poutine voudrait d'une guerre, d'une certaine confrontation avec les puissances occidentales que sont la France, les États-Unis et autres. Alors, lui, même question à vous. Est-ce que c'est un moyen pour Poutine d'arrêter la guerre, puisqu'on a vu les débuts, il n'a pas pu prendre Kiev, la capitale, beaucoup de régions, et il parlait de la contre-offensive ukrainienne. Peut-être que c'est une stratégie pour tout arrêter finalement. Non, je pense qu'à cette question-là, cette question a une réponse ambiguë. Ça peut être oui, ça peut être non. Ouais. Parce que c'est vrai que le référendum en soi n'a pas respecté les tests légaux, comme je le disais tout à l'heure. Ces référendums ont été dénoncés. Beaucoup de pays, ou bien les Occidentaux en général, ont flingué Vladimir Poutine sur le sujet. Et donc, et la communauté... la Commission de l'Union européenne va encore siéger, certainement des sanctions vont tomber contre la Russie. Donc ce sera peut-être une manière pour cette communauté-là de d'amener Vladimir Poutine et la Russie à fléchir. Mais au-delà, il y a aussi en fait l'origine de cette guerre-là, cette guerre que les Russes qualifient de guerre de canapé. Guerre de canapé juste parce que personne ne s'attendait venir, personne n'a vu cette guerre-là venir. C'est-à-dire que ce sont des Russes qui sont chez eux, ils sont assis peinants dans leur canapé en train de faire la fête et ils découvrent sur les médias que leur pays est en train d'attaquer. D'autres même étaient en boîte de nuit. Justement, d'attaquer l'Ukraine. Et donc, c'était la surprise générale de tout le monde. Et donc, sous le coup du patriotisme, tous ont été obligés de soutenir Vladimir Poutine. Donc, c'est pour ça qu'on parle de soutien fictif. C'est un soutien fictif. À un moment donné, mais les gens ont compris que ça prend des proportions inquiétantes avec les crises que nous connaissons, avec les sanctions, avec la crise énergétique et tout, le problème de gazoduc aujourd'hui qui se pose également. Donc, les Russes ont compris à un moment donné qu'il va falloir soutenir l'importure. Donc, ils sont fatigués. C'est ce qui justifie que les gens sont obligés de quitter le territoire russe et aller trouver refuge. Ils sont appelés aussi au front. Voilà, il y a de pèse en vue eux-mêmes, malheureusement. Et donc aussi, si on aligne le sujet sur ce volet, je pense que ça va peut-être obliger Vladimir Poutine à cesser la guerre. Parce qu'en réalité, il n'a pas un soutien indéfectible, comme on peut le dire, comme on le pensait. Mais à côté, puisqu'il vient de rapporter ces référendums-là, il peut essayer d'imposer justement la législation à ces territoires-là pour les annexer. Et c'est ce qu'il compte faire. Voilà, c'est ce qu'il compte faire. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'on peut se dire qu'il a encore le vent en poupe. Et maintenant, d'un côté, Gabin parlait tout à l'heure d'une autre puissance, la Chine, qui jusque-là ne s'est pas prononcée. Mais tout au début de cette guerre-là, moi, j'ai toujours dit qu'en réalité, l'Europe ou bien l'Ukraine n'a rien à voir dans cette histoire. Parce qu'en réalité, cette guerre-là, c'est entre la Russie et les États-Unis, en plus la Chine. Est-ce que vous voyez? Donc jusque-là, la Russie a perdu une partie de la guerre. La Russie est en train de perdre le combat, mais elle n'a pas encore perdu la guerre. Et donc jusque-là, on le disait tout à l'heure, la Chine ne s'est pas encore prononcée. Est-ce qu'elle va on voit effectivement... la Turquie qui est à cheval entre l'Europe et voilà, la qui n'est Russie. pas non plus précise non plus. Donc, je pense que ce n'est pas un bon avis. Ça présage rien de bon pour l'avenir. Donc, c'est pour ça que je dis que à cette question-là, on peut répondre par une réponse ambiguë. C'est-à-dire que dès que la Chine va se prononcer, dès que la Chine, dira publiquement qu'elle soutient
la Russie. Je pense qu'elle va complètement relancer le débat. Mais en 30 secondes, s'il ok, vous plaît. je pense que la Chine ne va pas se prononcer parce que cette position ambiguë là lui profite. Ouais. Aujourd'hui, la Russie n'exporte plus son gaz et son pétrole directement vers les Occidentaux, vers la France et autres, vers l'Allemagne. Il est obligé de passer par la Chine. La Chine qui aujourd'hui revend 5 fois beaucoup plus que ce que la Russie lui vend. Donc aujourd'hui, économiquement, ça profite à la Chine et je pense qu'il va adopter cette position-là jusqu'à la fin. Allez, on va marquer la petite pause et on revient avec vous, nos chers invités Gabin et puis lui.